Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct pour cet épisode de rentrée le lundi 28 mars et je suis avec plein de gens et surtout Soufiane et Aptine, les Fantasy Ballers au complet de base. Salut tout le monde. Et aussi avec nos invités Alexandre, Nico et Lucho pour ce soir. Comment ça va les gars? Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Ça va bonsoir et toi? Tout le monde, ça va très bien, merci. Bonsoir tout le monde. Et ça raconte déjà Lucho pour son. Donc ce soir, on va faire un épisode de rentrée pour 2022 avec une intersaison assez incroyable cette année, avec des mouvements encore plus importants, plus impactants que la plupart du temps. Enfin, une free agency et surtout des trades blockbusters en NFL, comme on avait l'habitude d'en voir en NBA, mais un petit peu moins en foot. Donc on va parler de tout ça, on va parler des grands vainqueurs, des grands perdants de cette intersaison jusqu'ici, en fantasy, je parle. Et ensuite, quelques joueurs qui volent un peu sous le radar, on pense peut-être un move qui crée une opportunité pour quelqu'un, peut-être au contraire un gars qui arrive dans une nouvelle équipe et dont personne parle trop pour le moment parce que ça fait pas partie des gros moves, mais qui va monter petit à petit dans les draft boards. Évidemment, on est très tôt dans l'intersaison. Il y a juste, je crois que je suis même pas sûr que free agency soit complètement terminé. Il y a encore des agents libres qui ne sont pas signés. Et surtout, la draft rookie n'a pas eu lieu, donc il va se passer plein de choses. Mais on voulait faire ce premier épisode pour voir déjà l'impact du premier move. Peut-être on a un baromètre avec le nombre de plaintes qu'il y aura sur Watson. Aujourd'hui, au moment où on fait le podcast, on est à 22. Peut-être que dans un mois, on sera à 25, ça dépendra. Et commençons par Watson, justement, puisque Aptine, tu introduis si bien le sujet. Notre ami Deshaun Watson a été tradé aux Cleveland Browns et a signé un contrat de 5 ans dans la foulée. Cleveland qui avait déjà fait parler d'eux un peu plus tôt dans l'intersaison en faisant un deal pour Amari Cooper et qui ensuite a lâché Jarvis Landry et maintenant a ajouté Deshaun Watson. C'est probablement pas fini pour le moment. Du coup, Baker Mayfield veut s'en aller. On ne sait pas si Kareem Hunt va rester ou pas. Mais je vais commencer avec toi, Aptine, puisque tu as parlé de Watson. Que penses-tu de ce deal? Et je sais que tu es fan de Cooper, tu aimes bien Landry aussi. Donc, c'est que des joueurs que tu aimes bien. Qu'est-ce que tu penses de ce deal et l'impact que ça peut avoir en fantasy avec les informations qu'on a pour le moment? Bon, on va partir du principe qu'il joue. Je pense que c'est un super move d'un point de vue fantasy, beaucoup, mais surtout extra sportif. Je pense que là, Cleveland devient carrément l'une des meilleures forces en AFC parce qu'il n'y avait que le quarterback qui posait problème. Le style d'Amari Cooper, je pense qu'il va beaucoup aider quelqu'un comme Watson, et je pense que là, Amari Cooper va peut-être avoir une meilleure value à Cleveland cette année qu'il avait l'année dernière quand il était deuxième, voire troisième option, si tu comptes un peu le tight end de Dallas. Donc non, moi je pense que il arrive vraiment dans une super équipe, Watson, avec une super ligne offensive. Je trouve ça peut-être un peu light au niveau receveur parce qu'il perd quand même Odell l'année dernière, Landry cette année. Cooper, on sait qu'il joue un match sur deux aussi, avec je crois que c'est un problème d'orteil qu'il a souvent, donc à suivre. Mais en tout cas, je pense que Watson arrive vraiment dans une équipe qui est faite pour qu'il puisse avoir en tout cas les mêmes stats qu'il avait à Houston il y a maintenant 2-3 ans. Ouais, tu parlais du corps de receveur assez faible avec Amari Cooper, du coup, qui est WR1, mais dont le physique n'est pas 100% sûr. Actuellement, WR2, ça serait quoi? Ça serait Donovan Peoples-Jones, qui peut-être du coup a une opportunité énorme. Peut-être il y a le tight end Njoku qui a été ajouté. Landry est peut-être sur le retour, il faudra surveiller son cas, mais les joueurs essaient de le faire revenir, justement. Après, je sais pas, c'est des rumeurs qui traînent en ce moment, mais... Est-ce que Njoku, ça va être la 5e saison qu'on va dire c'est l'année où il explose? Bien sûr. Après, là, il va être beaucoup attendu avec Watson, en sachant le bras qu'il a. Ouais, je pense qu'il va être très, très attendu. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et après, tout le monde prend de la value, même Chubb qui n'avait pas besoin de ça, je pense qu'il prend aussi de la value, surtout si un avenir incertain de Kareem Hunt.
Déjà que les deux, quand ils jouaient, les deux faisaient mal. Donc là, si tu enlèves un Karim Hunt, même Chubb, il prend. Donc franchement, d'un point de vue fantasy, même extra sportif, pas sportif, mais extra fantasy, je pense que Cleveland devient peut-être déjà les meilleurs des FC Nord. Ouais, c'est un peu l'addition par la soustraction presque en fantasy, parce qu'on se dit ouais finalement il y a pas mal de joueurs qui sont partis et du coup si Hunt part en plus, bah, du coup Chubb a encore plus une opportunité. Donc à part Watson qui est supérieur certainement à Mayfield, mais encore faut-il qu'il puisse jouer parce que même si jamais les poursuites criminelles s'arrêtaient, on parle déjà de probable suspension de la NFL de peut-être 6 à 8 matchs, etc. Donc c'est une bonne Ah, c'est pour ça demi-saison qu'il pour garde la Mayfield. Hein. C'est pour Ah, ça que c'est pour Mayfield ça est que je toujours voulais dans le dire. barrage. qu'il reste. C'est pour ça que Baker est Et encore. donc en tout C'est cas, pour c'est ça sûr qu'ils que ont- ça, ouais, C'est pour ça qu'ils ça ont va pris être une de ces Jacoby histoires. Brissett. Hein. Brissett, ouais, voilà, exactement. Ils ont ajouté Brissett, exactement, t'as C'est raison. surtout Brissett, je pense, qui est déterminant pour remplacer Deshaun Watson que Mayfield. Parce que Mayfield, là, je suis pas sûr qu'il soit en bonne Ouais, je pense pas qu'il disposition quand rejoue. même pour aller sur le Ouais, terrain. on Enfin, ne jouera pas. Ouais, on jouera pas. c'est ton patron, il te dit, au fait, on veut toi, puis en fait, non, t'es viré, ben, en fait, on va te garder. T'as envie de dire, non, mais c'est Ah, moi, compliqué. je viens. Moi, si je suis payé ce qu'il est payé, je viens. Non, c'est. Mais non, mais en tout cas, enfin, par contre, si Watson ça passe pas, alors là pour le coup, je pense qu'il va vraiment avoir un problème dans l'offense de Cleveland, parce que ni Mayfield s'il joue, ni Brissett peuvent tenir une équipe pareille. Et Amari Cooper, je le vois pas forcer forcément, tu vois, sur tous les matchs. Et je pense vraiment qu'il sera une mauvaise value carrément, même si je connais pas encore son ADP. Moi, j'y touche pas, par exemple, à un Amari Cooper avec un Brissett ou même un Mayfield. Non, c'est clair. Et effectivement, Cooper, ça va être intéressant de voir où sa position de draft moyenne atterrit, parce que j'ai vu plein de trucs. Moi, j'ai vu des mecs qui disent, ben en fait, ouais, si il a 7 targets par match et que c'est le WR1 machin, avec Watson comme QB, peut très bien. C'est des meilleurs stats qu'à Dallas et effectivement, il est plus seul qu'à Dallas et il sera plus ciblé et il peut finir WR2 easy. Mais en même temps, le risque est énorme. Déjà pour Cooper lui-même avec son physique et tout ça. Deuxièmement, avec Cleveland, on croyait pareil avec Beckham, finalement ça n'a pas marché. Ok, c'était Mayfield le QB, mais c'est différent. Et là, avec Watson qui n'a pas joué de l'année dernière, arrive dans une nouvelle équipe et en plus potentiellement va être quand même embêté par les ennuis juridiques ou de discipline de la NFL. Ça fait énormément de risques. Là aujourd'hui, si on draftait effectivement une dynasty startup aujourd'hui, je suis pas sûr que Cooper serait très, très populaire. Ouais. Et puis même avec Watson, il y a une identité de course, enfin une identité de course très très forte, quoi. La O-line, elle est très forte pour soutenir la course. Chubb est dingue. Ils étaient vraiment très axés là-dessus. Même si tu rajoutes Watson, ce serait dommage de changer totalement de philosophie et donc la valeur. Parce qu'ils avaient quand même à la fois Landry et Beckham, même si c'était Mayfield qui le relançait, c'est des vrais receveurs capables. Donc, et il n'était pas là-bas. Donc la valeur de Cooper, ouais, si rien ne change avant le début de saison, pareil, je suis d'accord avec Absine, moi j'y touche pas en fantasy. Ouais, c'était vraiment le point d'interrogation quand j'ai vu que Watson allait à Cleveland, qui est très axé quand même à la course. Watson, il court quand même un petit peu aussi. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon fit pour lui d'aller dans une équipe comme les Browns, en sachant qu'il n'y a plus beaucoup de receveurs, qu'il y a surtout 2 bons running backs, etc. Est-ce que ça va faire vraiment un bon fit dans cette offense? Ouais, mais Watson, il fit partout. Hein. Enfin, franchement, Ouais, là, en talent pur, il fit. Pour moi, il fit dans toutes les équipes. Ils vont peut-être un peu ajuster ce qu'il faut, mais enfin, Watson, c'est un peu un plug and play, tu vois. Ah, mais ça veut dire que tu vas réduire un peu la charge des running backs. Bah après, ouais, mais au final, Ouais, mais si tu as 3 cibles capables, il y a moins de monde dans la boîte. Même s'il y a moins de charge, il y a peut-être un peu plus d'espace pour eux quand ils courent avec la O-line qui fait des déplacements. Hein. Tu peux avoir des. C'est juste en termes de cible dans la red zone, tu as peut-être moins de. Avec un quarterback capable, tu as peut-être moins de goal line carry et plus de courses Alex, avec Watson ou avec il a levé le doigt, je crois. Ouais. Alex, t'en penses quoi? Je suis discipliné. Personne ne l'a ici. Non, mais sur un plan fantasy, c'est une catastrophe pour les running backs, théoriquement. Parce que si Deshaun Watson est plein pot, il est évident que le jeu aérien va forcément s'améliorer. Amari Cooper sera là. Ils vont forcément drafter ou utiliser vraiment Schwartz, puis Paul Jones, enfin ce qu'ils ont drafté les années précédentes.
Mais parce qu'à la base, un running back, là je parle de réalité et pas de fantasy, un running back ça dure pas longtemps. Surtout qu'il y a déjà eu des blessures chez Kareem Hunt à gogo, il y a eu des blessures déjà chez Chubb. Donc il s'agit de soulager le nombre de carries. Donc ils préfèrent jouer, je pense, la qualité que la quantité. C'est pour ça qu'ils veulent un vrai receveur plutôt que un short passeur comme était peut-être Mayfield. Donc c'est pour ça qu'ils la jouent comme ça. Hein. C'est pour changer un peu le jeu et parce qu'ils ont quand même Chubb qui est quand même un énorme running back tous les sens du terme. Et il faut qu'il dure dans le temps. Donc s'ils veulent qu'il dure dans le temps, il faut un vrai QB, quoi. Il faut le soulager. Hein. Ok. Nico, il voilà me stresse tellement ton t-shirt parce que t'as beau être fan des Pats, j'ai l'impression que t'as un t-shirt des Jets. Ouais. Les Jets, Ouais, c'est vert, c'est vert de Boston aussi. C'est vert Celtics. C'est D'accord. vert, il y a un ovale, c'est quand même suspect tout ça. On va passer à un autre joueur, un autre QB qui a été tradé lui aussi, Russell Wilson, après de nombreuses années à Seattle, aux Broncos. Et on sait que les Broncos voulaient justement un QB compétent après plusieurs années en difficulté. Wilson rejoint donc les Broncos avec qui ont un bon corps de receveur et 2 bons running backs pour le moment. Tout le monde reste plus ou moins, sauf le Titan Noah Fant qui fait partie de l'échange. Mais c'est le seul qui s'en va. Donc du coup, je vais demander à Nico pour celle-là en premier. Ton avis sur l'impact de l'arrivée de Wilson sur les Broncos et sur les receveurs des Broncos en particulier. Il est énorme, il y a tout le monde qui reste et ils ont enfin un quarterback qui peut leur mettre le ballon un peu dans toutes les situations. Donc les Sutton, les Jeudy, les Tim Patrick, en plus ils sont variés, ils sont complémentaires. Il y a le tight end dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Marc le connaît. C'est pour Marc. Ogbuengunam. Voilà, tout à fait. Et lui, du coup, il avait déjà montré des trucs intéressants, même quand il y avait feinte. Donc là, s'il est tout seul en tight end, ça va être intéressant. Là, il y a 4 cibles. Il y a 2. Enfin, oui, j'ai pas suivi si Gordon était déjà re-signé sûr et certain, mais ils ont 2 gros running backs, donc ils ont une vraie complémentarité possible aussi au sol. Toute l'attaque, elle prend un upside assez incroyable avec Russell Wilson. Hein. Ouais, je pense que ça fait l'unanimité, à part si quelqu'un a des réserves particulières sur Wilson à ce stade de sa carrière. Et ils ont mis un peu de sous dans la O-line en plus, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'effectivement, Wilson a réussi à soutenir en fantasy 2 receveurs, en tout cas chaque année un sur les 4-5 dernières années, un WR1. Je crois que c'était en 2020 où ils avaient Lockett WR13 ou 14 avec Metcalf WR5 ou 6. Et le tout en faisant partie des équipes qui lancent le moins de la NFL. Là, il rejoint une offense qui probablement sera un peu moins frileuse, devrait lui laisser jouer avec 2 bons running backs derrière, en tout cas pour le moment, effectivement. Ouais, je pense que c'est unanime. La question pour les fins techniciens, est-ce que vous pensez que ça aide plus Courtland Sutton ou Jerry Jeudy? Jeudy. Jeudy pour Jeudy pour tout le monde. Bah ouais, il n'y a pas photo. C'est par rapport au positionnement dans les schémas. Alors attention, on change quand même de coach. Hein. On est sur l'ancien coach offensif des Packers. Donc, bon, les systèmes vont être un peu modifiés. Mais techniquement, par rapport au placement, c'est Jeudy qui sera le plus avantagé dans l'histoire. Après, si on parle de fantasy, juste peut-être un bémol, moi perso sur Russell Wilson, ça fait peut-être un an et demi que je suis moyen fan de ce que je vois. Après, il ne pouvait pas garder le niveau qu'il avait les années d'avant, et même quand il s'échappait de sa botte, je trouvais qu'il était beaucoup plus lent et qu'il trouvait moins de solutions. J'espère juste parce que la O-line l'année dernière de Seattle n'était pas mauvaise, c'était pas vraiment celle des années précédentes. Donc je sais pas quelle version de Russell Wilson on va avoir. Mais s'il n'est pas bien entouré, enfin moi je pense que ça peut aussi très vite déchanter, quoi. Donc moi en tout cas sur la dernière saison, même la saison passée, je me posais quand même pas mal de questions sur Russell Wilson, donc je suis pas sûr que c'est quelqu'un que j'irais forcément chercher haut, en tout cas à une draft si on parle d'une fantaisie sur une année.
Il est en train d'essayer de baisser un petit peu sa valeur parce que Oui. le honneur de Wilson Oui. dans notre dynastie essaye de le trader. Il dit non, c'est pas intéressant, Wilson. Ouais, c'est un risque. Non, cela dit, Je place mes c'est pions. pas faux. Cela dit, c'est pas faux. Effectivement, il avait un petit peu faibli globalement. Il a eu aussi 2-3 saisons où il a démarré ultra fort sur les 4-5 premiers matchs et ensuite baissé de niveau. Et l'année dernière, il y avait aussi un truc étrange. Je crois que je sais pas si on n'a jamais eu le fin fond de l'histoire, mais après l'histoire de Metcalf et de ses points à 3 et machin, tout à coup, Wilson avait arrêté de le commencer à l'ignorer dans l'open. Donc j'espère que les receveurs de Denver sont droits dans leur basket en termes de discipline pour pas se mettre Wilson à dos. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde du côté des Broncos. Alors du côté de Seattle, par contre, c'est catastrophique parce que pour le moment, ils ont, à part, c'est lequel des Drew Lock. Ouais, Drew Lock, merci. C'est leur QB actuellement. Alors, est-ce qu'ils vont en drafter un potentiellement? Après, est-ce qu'il y a probablement Smith qui avait joué l'an dernier? Après, c'est vrai Alex dit non. Ils vont pas drafter cette année, non. Je pense pas. Ouais. Je pense pas, non. Donc du coup, ouais, pour Lockett et Metcalf, ça sent pas forcément bon. J'ai lu qu'il était possible que Lockett s'en aille aussi et rejoigne une autre équipe. Donc ça sera des mouvements à suivre. Je sais pas très bien pourquoi, parce que je vous avoue que je reprends petit à petit la NFL, mais je crois que Lockett fait partie de ces joueurs qui pourraient bouger après le 1er juin. Donc pour le moment, il n'y aura pas trop de mouvements, mais en potentiellement. QB, on parle de Baker aussi. On parle de Baker Mayfield qui a été dans les rumeurs autour de Seattle. Je viens de te dire que c'est une catastrophe pour Seattle. Ah oui, Baker Mayfield. Après, je suis d'accord avec toi. Ça sera pas pour moi le point principal, mais bon, ça sera peut-être toujours mieux que Drew Lock. Je sais pas. Ouais, c'est pour ça que je dis, je sais pas. Alors rapidement pour finir sur les QB, il y en a un qui n'a pas changé d'équipe, c'est Aaron Rodgers. Après tout le drame de l'année dernière, finalement il est resté. Alex, t'es fan de Green Bay, je te mets en grand, en solo, et je te laisse. Non, tu t'es trompé là. Nous dire ce que tu penses de Rodgers qui reste et de ce que ça veut dire pour Jordan Love et pour le futur de Green Bay. Jordan Love, je pense qu'il s'est pendu dans son garage parce que sa carrière, elle est un peu finie quand même. À peine démarré, c'est terminé, c'est terrible parce que là, tout son avenir est coupé à Green Bay. Sur le plan de la fantasy, avoir Aaron Rodgers toujours à disposition, c'est quand même un minimum de points. Mais maintenant, c'est avec quoi le minimum de points? C'est ça le problème. C'est que les Green Bay Packers ont mis tous les œufs dans le même panier. Le problème, c'est qu'il ne reste plus rien à côté pour payer des joueurs. Pour faire une free agency, on va dire, correcte. Donc, ça, c'est le gros problème. Et c'est le problème du front office, la politique qu'elle a menée en termes de gestion des joueurs et gestion de ses stars. Donc, du coup, Aaron Rodgers a un super contrat, c'est bien. À 39 ans, écoute, c'est encore mieux parce qu'après tout, il veut amasser le maximum d'argent. Mais le problème, qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour jouer le titre à l'heure actuelle. Parce que là, moi, je ne comprends pas comment on peut jouer le titre avec plus aucun receveur, sachant qu'on va parler après, surtout du receveur numéro 1 qui est parti, je pense, ensuite de ce sujet-là. Mais Allen Lazare, qui est restricted free agent, est techniquement le receveur numéro 1, alors que dans une autre équipe, il serait... alors, quelquefois, je suis un peu dur. Je pense WR2, allez, WR3. Moi, je dis 3-4, mais bon, après, en rotation, ça dépend. Il était troisième sur en target. Ils étaient plusieurs à être troisième, c'est ça le truc. Il n'y avait pas de véritable classification de receveurs. Donc, c'est pour ça. Donc, bon... Ce qui est bien, c'est à la rigueur pour le tight end qui s'est craché, je crois, le ligament ou autre l'année dernière. Il a signé Tonyan, donc il aura toujours son QB. Dans le système de la Matt Lafleur, tant mieux. Maintenant, faut voir. En gros, pour les Packers, c'est la draft. C'est pas compliqué. Donc, ou alors. Quel choix de draft, rappelle-moi quel choix de draft ils ont, les Packers? Ils sont plus relativement tard, non, au premier round? Mais ils en ont 2 maintenant. Ils en ont 2. Alors, justement, ils en ont 2 grâce à Davante Adams? Voilà, c'est ça. Ok, alors enchaînons sur Davante Adams qui
qui du coup a été tradé aux Raiders. Rappelle-nous quel était le trade et du coup quel pick vous avez récupéré avec ça. Et le truc, c'est qu'au départ, Davante Adams, il avait le tag. Ouais. Et puis pour finir, les Packers lui avaient proposé une grosse somme et il a accepté un petit peu moins. Bon, en même temps, ça reste quand même 140 millions aux Raiders, avec donc le premier tour de draft, qui est donc le 22e, et puis après 28e pour le deuxième tour. Donc du coup, il signe. Oui, alors que les Packers avaient proposé, semble-t-il, donc de ce que j'ai pu comprendre, quasiment même autant, voire même plus. Donc voilà, il part avec donc ça deux premiers tours. Ok, bah c'est pas trop mal. Mais du coup, ça fait effectivement une grosse perte. C'est pour ça qu'on parlait d'Allen Lazare il y a une minute. Qui, étonnamment, dans les 2 dernières saisons, il y a eu un match où Adams n'était pas là et Lazare et Valdez-Scantling jouaient. Lazare, ce jour-là, a eu 6 réceptions, 150 yards et un touchdown. Ouais. Bon, évidemment, c'est un échantillon tout petit, mais ouais, pour le moment, c'est comme disait Byron, l'ami de Aptine et Soufiane, quand on a lancé le podcast. Faut pas être le mec le plus beau dans le bar, faut juste être le seul mec dans le bar. Et pour le moment, Allen Lazare, c'est un peu ça. C'est ça. Alors après, d'une manière plus globale, en termes de fantasy, il y a des free agents encore qui ont du niveau et dont on ne sait pas où ils vont atterrir. Ceux qui sont programmés et non proclamés, du style Brandon Cooks, par exemple, le gars qui est incroyable. Lui serait parfait pour fitter aux Packers. Et du coup, bon, bah alors là, si Brandon Cooks il vient aux Packers, autant dire que la value au sein au niveau fantasy d'un joueur comme ça crève le plafond direct, quoi. Après, au niveau de la draft, ils sont quand même bien placés pour prendre un WR là, cette année. Oui, non, mais voilà. Après, il y a la transition. Bon, tout le monde n'est pas CD Lamb. Toi, Jerry Jeudy, ça a été un peu plus compliqué. CD Lamb, lui, il a percuté tout de suite. Après, la transition NFL, et en plus, tu as Rodgers qui te met un peu la pression. Mais voilà, c'est ça. En gros, la draft, c'est on a peut-être enfin, on va peut-être drafter des receveurs d'ailleurs. Mais il faut vider le placard pour enfin se dire tiens, il faut peut-être en prendre un. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, quoi. Et du coup, juste pour terminer sur Green Bay, quel est l'impact à ton avis sur Aaron Jones, qui je crois l'année dernière avait joué 3 matchs sans Adams et avait vu pratiquement son volume dans le jeu de passe doublé et avait marqué pas mal de touchdowns, fait beaucoup de yards à la réception. On sait que ça c'est hyper important en fantasy pour les running backs. Est-ce que tu penses que c'était juste le contexte ou ça peut effectivement être quelque chose il va falloir l'utiliser davantage? À l'heure actuelle, il faudra l'utiliser davantage, ça c'est sûr. À l'heure actuelle, il a une valeur du coup en fantasy qui est assez sympa en côté hybride, surtout si on est en format PPR. C'est vraiment top. A.J. Dillon, montant en puissance dans tous les sens du terme, permet de dégager Aaron Jones. Et avec un système de receveur à l'heure actuelle où il n'y a pas forcément de slot parce que Cobb, il a la retraite, enfin semi-retraite, mais il touche quand même de l'argent. Mais du coup, c'est idéal pour Aaron Jones, quoi. Ouais. Bah écoutez, moi j'ai Aaron Jones dans une dynastie, donc ça me fait plaisir de l'entendre. Je vais voir si je peux essayer de le revendre pendant qu'il a un peu de value. Aptine, toi, c'est un joueur que tu adores. Comment tu t'abordes là, si on devait drafter aujourd'hui, est-ce que c'est un backfield que tu éviterais ou au contraire tu prendrais les deux pour essayer de pêcher dedans vu que justement les receveurs sont un peu plus faibles que les autres années? C'est super compliqué. Franchement, c'est vraiment compliqué parce que moi, l'année dernière, je me faisais. La situation d'Aaron Jones me faisait vraiment peur dans le sens où pour moi, il se faisait un peu bouffer match après match par A.J. Dillon. Après, il apportait quelque chose en plus, un autre tempo, etc. Mais en termes de points fantasy, tu voyais vraiment que Aaron Jones n'était pas à l'aise. Maintenant que Davante Adams part,
À voir comment ils vont faire. Moi, je trouve ça quand même un peu compliqué de vraiment avoir Aaron Jones régulier, en tout cas en termes de points. Mais je me dis que Green Bay est quand même meilleur quand ils ont, on va dire, un petit receveur pour faire des petits tracés pour prendre 5 yards à chaque fois. Et sur ça, Aaron Jones le faisait déjà l'année dernière. Maintenant, ça sera peut-être d'autant mieux. Mais je pense que là, l'offense, c'est toute l'offense qui va prendre un mauvais coup. Et même si j'ai confiance en Aaron Rodgers pour prendre n'importe quel receveur et le mettre à 600-700 yards, là, je me fais vraiment beaucoup de soucis. Et je pense qu'ils vont d'autant plus, on va dire, un peu blindés contre la course. Ouais, et même un Aaron Jones, il sera peut-être un peu en galère aussi. Donc moi, je suis à l'aise avec aucun des deux aujourd'hui. Après, la question, c'est est-ce que la ligne offensive va changer? Pas tant Non, que ça, pas tant que ça. Pas tant que Enfin, ça. on parlait des Broncos tout à l'heure. Il y a Billy Turner qui est parti des Packers, qui a suivi Pickett, justement, Hackett, je veux dire, le coordinateur offensif. Mais non, ça n'a pas changé tant que ça. Après, il y a des questionnements, des repositionnements sur la ligne offensive. Mais non. Et il y a surtout Bakary qui est payé 30 millions à boire des bières, je veux dire. Donc en regardant l'équipe NBA de Milwaukee. Donc, non, c'est ça qui est surtout embêtant. Mais justement, je voulais préciser tout à l'heure, parce que je ne voulais pas réinterrompre Marc. Oui, Aaron Jones, c'est sympa, mais par contre, en termes d'ADP, évidemment, il ne faut pas le chercher trop, quoi. Là, pour moi, il va descendre énormément. Donc, en redraft, il ne faut pas aller chercher en pensant que ça va être comme c'était, peut-être, je ne sais pas, il était RB 9 ou 10, non? Ouais. Même avant. Hein. Ouais. Avec AJ Dillon, ça doit être par là. Maintenant, il va y avoir un vrai committee. Hein, donc, mais bon, après, justement, peut-être qu'AJ Dillon, il sera running, et Aaron Jones sera plus placé comme un receveur. Mais après, au moins, ce qui est bien, c'est que l'offense de Green Bay propose toujours des choses différentes et c'est une offense qui marche. Mais après, là, le problème, j'aurais pas dû dire ça. mais je pense qu'au final, que là, de retirer Adams, je pense vraiment que ça va causer énormément de problèmes parce que t'es en 3 N5, tu lui donnes la balle, il va en 1 contre 1, le mec, il va le passer, tu vois. Et là, je sais pas qui peut faire ça et je pense que s'ils vont pas chercher pour moi, la draft, ça sera pas la réponse. Donc, je sais pas s'il y a peut-être des profils un peu plus ressemblants à celui d'Adams qu'il faut aller à tout prix chercher parce que je pense que si t'as pas un receveur de possession avec Rodgers, ça peut devenir très compliqué. Landry, je pense, je sais pas, en termes de. Je parle pas de contractuel, mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui pourra un peu répondre aux besoins. Après, quand on a Aaron Rodgers comme quarterback, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent convenir quand même. Hein. Je veux dire, il y en a un qui traîne, hein, on ne sait pas trop où il va. C'est quand même Odell Beckham Jr. Hein. Ouais. Bon, après, je pense qu'il va louper la moitié de la saison. Enfin, je sais pas. Voilà, il n'est pas là avant un moment. Ouais. Techniquement, on le met avec un bon quarterback, ça reste quand même un super receveur. Quoi. Ouais. Mais surtout qu'en plus, il était annoncé chez vous à un moment. Si je dis pas de bêtises, c'était ou Packers ou Rams, non? Ouais, c'était ça. Ouais. C'est ça, oui. Après, il y a encore du monde, hein, mais bon, on verra. Ouais. Alors pour rester sur Davante Adams, du coup, il va aux Raiders. Quel impact sur les Raiders? Je crois qu'il avait déjà acheté sa baraque à Las Vegas avant que Green Bay le mette en franchise tag. Il avait l'air, déjà l'année dernière, il y avait des rumeurs qu'il voulait retrouver Derek Carr et il avait l'air assez déterminé. Las Vegas qui avait eu une saison pas mal l'année dernière, mais qui a été déraillée par des problèmes de discipline et du coup des joueurs qui ont quitté la ligue. Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que c'est vraiment le joueur qui peut les faire basculer vers les playoffs? Ils ont une division qui est vraiment le nouvel épouvantail là, avec Kansas City, avec Denver et Chargers. Donc Lucho ou Nico, je sais pas qui veut commenter sur les Raiders, mais qu'est-ce que vous voyez pour Derek Carr? Est-ce qu'il va passer de mec qui est capable de faire des bonnes perfs et puis qui ensuite redescend un peu QB2 à genre non, c'est un QB1 qu'on start toutes les semaines grâce à Adams et qu'est-ce que ça veut dire pour le running game aussi? Vas-y, Lucho. Nico, vas-y. Ah bon, d'accord. Nico, vas-y, je suis sûr que moi, fiche sur ça. Franchement, Carr, j'aimais bien l'an dernier. C'était un peu un breakout et je trouvais que c'était intéressant. Et là, on lui met un vrai W1 qu'il n'a jamais eu et qui a un niveau qu'il n'a jamais eu. Il a encore le Waller qui est très fort,
Ils ont maintenant une défense qui va lui permettre de récupérer plus facilement la balle. Franchement, je trouve que c'est intéressant. En termes de, il y a juste un truc, c'est que le nouveau coaching staff, c'est Mike Daniels, qui était avant chez les Patriots, et c'est pas toujours extraordinaire pour les quarterbacks. Il est quand même, c'est quand même beaucoup axé sur la course, et en plus ils ont un bon coureur. Donc ça peut être un peu qui tout double, je trouve. Mais toutes les additions sont malines. À part Devante Adams, après ils sont allés chercher Hollister en tight end, ils sont allés chercher Robinson des Chiefs en plus qui connaît un schéma explosif. Franchement, il y a de quoi faire pour Carr, à mon sens, qui est un quarterback plus que capable. Et maintenant, il a 2 grosses cibles en red zone. Alors juste par contre, un petit bémol pour Davante Adams, niveau fantasy, je pense qu'il aura beaucoup moins d'impact en niveau points à la fin de la saison que ce qu'il avait à Green Bay, parce qu'il était quand même la target privilégiée de Rodgers en red zone, alors que là, ils ont au moins Waller et voir les autres tight ends qui y a à côté, Moreau, Hollister, tout ça qu'on connaît, qui bouffaient déjà des targets à Waller l'an dernier, en red zone. Donc juste ça, le total de points risque d'être un peu décevant. Par contre, en termes de rôle réel, pour la value de Carr, c'est extraordinaire, je trouve. Donc toi, tu vois plus alors en fantasy par rapport à l'an dernier, Davante Adams, pas forcément dans le top 2 des receveurs comme il était Voilà. depuis 2-3 ans. Mais en revanche, pour Derek Carr, un bond en avant qui peut éventuellement le faire passer. L'an dernier, il était déjà dans le top 10 des quarterbacks. Ouais. Voilà, la moitié de saison, là, juste avant toutes les phrases qu'il y a eu là. Voilà, exactement. Et je pense que ça, c'est un rythme qui peut tenir. Un petit bémol, moi, j'ai vu que Brandon Bolden avait signé. J'ai un peu peur pour Josh Jacobs. J'ai toujours un peu peur pour Josh Jacobs, qui est un joueur que j'aime bien pourtant, mais qui a peiné à vraiment, sur la durée, donner satisfaction sur les espoirs qu'on avait en lui. Et là, Brandon Bolden, bon, c'est pas un grand joueur, hein, mais c'est le rôle du James White aux Patriots. Et c'est tous ces joueurs à chaque fois que les Raiders insistent pour ajouter, qui prennent du jeu de passe pour ne pas le donner à Jacobs, qui du coup reste un joueur un peu unidimensionnel. Donc j'ai un petit bémol là actuellement pour Jacobs, avant de voir évidemment. Sachant qu'il y a Kenyan Drake aussi qui est encore là, avec un bon contrat aussi. Et Amir Abdullah qu'ils ont signé aussi. Et Amir Abdullah. Donc là, oui, effectivement, pour les running backs, c'est embouteillage. Il y a du monde, ouais. Non, après les Raiders, ça va être intéressant cette année. Après, il faut voir si la mayonnaise elle prend, mais de grosses recrues en offense, de bonnes recrues en défense aussi. Donc non, ça peut être intéressant. Et puis tu vas être obligé de suivre, et de lancer, parce que dans ta division, tu vas avoir que des blow-out, des shootouts en permanence. Donc il va falloir tenir. Ah, cette division-là, ça va être un carnage. Ouais, ça va être un carnage. Un petit mot sur les Chargers qui, eux, n'ont pas eu trop de mouvements, mais du coup, ils ont réussi à conserver les joueurs qu'ils avaient. Ils ont re-signé Mike Williams sur un contrat assez monstrueux, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 60 millions. Ouais. 40. Donc, est-ce que ça va être le Mike Williams que Aptin et moi on boostait l'année dernière en disant c'est Mike Williams, c'est son année, qui finalement un petit peu faibli au cours de la saison. Est-ce que ce nouveau contrat va faire de lui un excellent WR pour les prochaines années avec son quarterback? Aptin, je te vois hocher la tête de manière négative. Je sais pas comment on dit. C'est hocher la tête. L'inverse de hocher la tête. Secouer la tête. Ouais, en fait, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Parce que même si moi j'aime beaucoup Mike Williams, j'ai pas compris le contrat. Donc tu vois, après, si par ce contrat, receveur, je crois que c'est la ligue où il y a le plus de receveurs. C'est le poste où il y a le plus de profondeur. C'est quand même extrêmement cher, et surtout au final, pour l'avoir utilisé les 4 premiers matchs de la saison, et après plus grand chose, tu vois. Après, peut-être qu'il y a une entente qui se crée, qui continue à se créer avec Herbert, et ils veulent jouer un peu là-dessus. Un Allen vieillissant, peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai eu le contrat, j'étais ok, tant mieux pour la fantasy, pour les personnes qui l'ont dynastie. Je crois qu'en plus, il est dans ma dynastie principale, mais vraiment en termes de plus, on va dire, de cohérence, je n'ai pas compris. Après, quand tu regardes au niveau fantasy, celui qui marquait le plus de points l'an dernier dans le fence, c'était quand même Allen, quoi. C'était lui qu'on recherchait assez souvent en red zone. Non, red zone, ça restait quand même Mike Williams. Ouais.
Parce que, je sais pas si tu vois la différence de Robin. corps qu'ils ont. Enfin, tu vas chercher Ah oui, comme oui, Mac ouais. Williams. Après, ouais, si tu veux Mais un c'est pas ça first dans down, le nombre de c'est points. Aden. Mm. Mais en tout cas, pour moi, ils n'ont pas donné un contrat pareil à Mac Williams pour pas le faire passer WR1 l'année prochaine. Tu vois. 9 touchdowns pour Williams versus 6 pour Allen. Ouais, mais il en a eu. Je me demande s'il en a pas eu 3. Il en a eu 8 en les 2 premières weeks. Non, il a Il en même avait fait 8 au bout doublé, de je crois. 5 semaines, et ouais, c'est ça. Alors, juste pour terminer sur cette division de la mort, le blockbuster, le dernier, je crois que c'était la semaine dernière ou au début de cette semaine, Tyreek Hill quitte les Chiefs, tradé aux Dolphins. Et dans le même temps, pour le moment, les additions côté Chiefs, c'est Juju Smith-Schuster sur un petit contrat d'1 an et Marquez Valdez-Scantling qui viennent renforcer, essayer de compenser le départ de Tyreek Hill. Mais aussi de Marcus Robinson et de Byron Pringle. Donc il y avait vraiment plus personne au côté Chiefs en receveur à part Travis Kelce et Josh Gordon. Nicole Hardman. Ouais, c'est vrai que Josh Gordon est toujours sous contrat ou pas? Et oui, il est toujours là. Mais... Ouais, toujours là. Contrat, bah voilà, il va enfin exploser. Ça fait 6 mois qu'on le dit. L'éternel espoir Josh Gordon. Ouais, qu'est-ce que toi, alors, je voulais demander à Lucho, mais je vais demander d'abord à Aptine, parce que tu as Mahomes en dynastie avec ton premier pick et qui déjà te frustrait la saison dernière. Est-ce que tu es inquiet par ce départ de Tyreek Hill ou pas? Et qu'est-ce que tu penses que ça va faire pour l'offense? Est-ce que c'est Alors, je suis inquiet pour Mahomes, mais n'oublie pas que j'ai Kelce derrière, donc quelque part, ça. C'est vrai que t'as Kelce, pardon, mais du coup, ça compense potentiellement. Ouais, non, très inquiet pour Mahomes parce qu'au final, les big plays qu'il envoyait en double coverage, triple coverage, ils étaient parfois sauvés par un mec comme Tyreek Hill. Et Tyreek Hill fait partie des receveurs qui arrivent à créer une vraie distance avec le receveur, avec le DB. Il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, et là, des mecs que tu as cités, je suis pas sûr qu'il y en a qui peuvent le faire. Donc, en termes de fantasy, je pense que Mahomes va prendre vraiment un sale hit, même s'il peut mieux distribuer le ballon. Je pense qu'il va falloir qu'il soit plus discipliné et qu'il joue moins en mode cours de récré, tu vois. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il est capable de se structurer un peu et d'évoluer? Moi, aujourd'hui, je te dirais que pas pour l'instant. Je pense qu'en tout cas, sur les premiers matchs, la moitié de la saison, ça va être beaucoup de rodage. Et s'il arrive à bien distribuer, plus comme un Aaron Rodgers, comme il joue aujourd'hui, je pense que tout le monde peut être gagnant. Mais c'est pas son style de jeu aujourd'hui, et je suis pas sûr que ça le devienne, en tout cas, dans les prochaines semaines de la saison. Donc après, ouais, Kelce va avoir un boulot monstre. Donc ça revient à ce que je disais l'année dernière, où je trouvais qu'il était de moins en moins impliqué. Et on le voyait aussi à travers les stats. Je pense que là, il va redevenir un peu le mec qui le match est terminé, il va dormir 48 heures, tu vois, parce qu'il va tellement avoir de boulot. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même des receveurs très variés. Ça, c'est bien. Juju, ça reste un bon joueur, même si là, ça fait un petit moment où on l'a pas vu vraiment jouer. Mais le coup de massue pour l'offense même de Kansas, pour moi, c'est vraiment dur. Même d'un point de vue pas fantasy, je pense que là, Kansas, je suis pas sûr que ce soit la meilleure équipe de la FC West, du coup. Non, c'est clair. Ouais. Ah ouais, quand tu vois les transferts qui se sont passés, ouais, c'est clair que là, il y a beaucoup de. C'est ceux qui sont affaiblis. Après, ça reste quand même une bonne équipe, je trouve. Maintenant, il faut voir comment ça va. Ouais, mais Chargers, c'est très cohérent ce qui se passe. Ah oui, déjà, mais dans toutes les équipes. Ah oui, dans le match-up, Raiders, on regarder même pas, et Denver aussi. Donc, concrètement. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, comme tu disais, il va falloir qu'il prenne beaucoup moins de risques que l'an dernier. L'an dernier, pendant 3 ou 4 matchs où il envoyait interception sur interception parce qu'il faisait n'importe quoi dans ses passes, là, c'est vrai qu'il ne pourra pas se permettre parce qu'avec Tyreek Hill en moins. Ouais, mais aujourd'hui, quand ils sont si forts et qu'on parle de dynastie, c'est parce qu'ils ont pu créer, tu vois, ces big plays, tu vois. Et là, tu as toujours peur du big play, donc tu donnes beaucoup d'espace. Tu l'auras beaucoup moins qu'avant. C'est pour ça. Non, mais justement, parce que pour moi, c'est ce qui faisait la force de Kansas. C'est ce qui faisait la force de Kansas. Et aujourd'hui, pour moi, tu enlèves ça et tu dis, OK, ils deviennent un peu plus grosse interrogation. Ah oui. Après, est-ce que ça va un peu plus courir? Parce que là, en sachant que tu as quand même plusieurs running backs qui valent le coup là, dans l'équipe. Maintenant, faut voir. Ouais, mais il y a Ronald Jones qui a signé. Il y a toujours Clyde Edwards-Helaire qui était très décevant l'année dernière. McKinnon aussi. Parce que c'est le schéma offensif. Non, c'est le schéma offensif qui était décevant pour les running backs. Parce qu'après, justement, Ronald Jones, c'est un peu complété on va dire, tu vois, le monstre de tête. Je reparle encore des Packers, mais tu vois, A.J. Dillon et Aaron Jones, pour moi, c'est un peu les deux. Mais là, on va avoir un peu la même chose avec Kansas. Mais est-ce qu'un Mahomes peut les faire jouer comme un Rodgers? Aujourd'hui, pour moi, c'est pas le cas.
Mais je crois que c'est tout le système de l'attaque qui a été en fait remis en question l'année dernière. Parce que la preuve, si Eric Bieniemy, il n'a pas eu un poste véritablement de coach par rapport à une équipe ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont vu que l'attaque des Chiefs, ça en avait pris un coup, et dans le système et dans la façon de faire et dans la mentalité. Donc, du coup, au niveau de la fantasy, c'est vrai que on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas être, on a le droit d'être un peu fébrile quand même sur certains joueurs, parce que bon, ça met la pression énorme aussi sur Michael Hardman, Michael Hardman qu'on attend toujours. Bon, techniquement, c'est lui qui remplace dans le style Tyreek Hill, parce qu'il n'a pas du tout le même gabarit que Schuster. Schuster, voilà, c'est pas le même style de jeu. Donc, Kelsey, il va faire du Kelsey, ça va continuer, il n'y a pas de raison, j'espère pour lui. Mais voilà, non, ça va être. Moi, je suis franchement au moment de la draft, des ligues en redraft ou quoi que ce soit, ou en transfert en dynastie, il y a de quoi se poser quand même des questions sur les joueurs. C'est clair. Parce que là, la cote de Mahomes va quand même baisser un petit peu, non? La cote de quoi? La cote de Mahomes va baisser un petit peu. Oh oui. Par rapport au début de l'an dernier. Mais parce que là, tu partais pick one avec lui, que ce soit dans nos fantasy ou quoi que ce soit. Là, il risque d'être superflex, ouais. Ah non. Oui, je pense que ça sera plus le premier QB à partir sur le board, mais je pense qu'il va quand même être drafté relativement. Techniquement, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est Josh Allen, je crois. Ouais, c'est il y aura du sens. En ADP1. En plus, le Joe, tu sais, avec le système de marque là, enfin, Mahomes, non, mais tu vois, c'est ça. C'est pour ça. C'est ce que j'allais poser la question. Si tu dois recommencer la draft de l'an dernier en dynastie, est-ce que tu repiques Mahomes là en 1? Déjà, sans Tyreek Hill, je pense pas prendre Mahomes. Ouais. Donc là, avec l'absence de Tyreek Hill, c'est sûr et certain que non. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle draft, Tyreek Hill. Et là, encore plus avec la notation de marque qui est assez particulière. Non, mais enfin, c'est. Qui pénalise les erreurs. Jouer, c'était dégueulasse l'année dernière. Non, mais pénalise les erreurs. Je n'ai rien dit, Marc. Non, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, surtout encore plus en dynastie qu'en redraft, je pense que le no-brainer QB1, c'est Josh Allen, je dirais. Actuellement, si tu dois partir sur une startup Superflex, je pense que c'est pas forcément no-brainer, mais si tu veux un QB direct, je pense que c'est celui qui a la situation la plus stable pour les 2-3 saisons qui viennent. Justement pour vous dire, là en AFC, je regarde les cotes. Donc tu as les Bills à 4,50 et derrière tu as Chiefs 6, Chargers 8,50 et Broncos 9. Donc tu as vraiment 3 sur les 4 d'AFC West qui sont les challengers principaux des Bills. Et Las Vegas, ils sont à combien? Las Vegas, ils sont un petit peu plus loin. Il doit scroller, laisse tomber. Ouais, je suis obligé de scroller. Et personne met les Bengals. Ils sont encore plus nuls que les Patriots, t'imagines? Alors, ça, c'est vraiment. Non, mais oui. C'est au niveau des Texans, quoi. Non, les Bengals, ils sont dans un groupe avec les Ravens et les Browns et les Colts. Tiens, bizarre. Alors, enchaînons, parce que du coup, on parlait de Tyreek Hill. Qu'est-ce que ça fait pour son arrivée à Miami? Et cette fois-ci, Lucho, je te promets, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu penses de Tyreek Hill à Miami avec son jumeau? Avec son jumeau Waddle à côté de lui. Waddle, ouais. Ça va mettre une énorme pression à Tua parce que l'an dernier, on attendait déjà une un peu meilleure saison. Alors, ils sont plutôt bien défendus, mais on attendait peut-être un peu plus de la part de Tua. Là, ça va lui mettre quand même énormément de pression. Ça veut dire que s'il ne va pas réussir à produire quelque chose de bien avec les armes qu'il va avoir offensives, ça va être compliqué pour lui. Ça va être très, très compliqué pour lui. Parce que là, ils ont recruté en RB, ils ont recruté Mostert. Alors, je ne dis pas que Mostert, c'est une valeur sûre, avec toutes les blessures qu'il a, mais c'est quand même un bon RB. Il y a encore Gaskin. Là, tu as les armes offensives. Tu vas avoir Gesicki, tu vas avoir Waddle, tu vas avoir Hill. Voilà, il a tout ce qu'il faut là pour produire quelque chose. Maintenant, il y a Chase Edmonds aussi. Je sais plus, j'écoutais pas. C'est vrai. Chase Edmonds qui a rejoint aussi le backfield. Ouais, tout à fait. Donc non, là, il a vraiment tout pour produire quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il va en être capable? Ça, c'est la grosse interrogation. Ouais, ils l'ont mis dans les dans la meilleure situation possible. En tout cas, ils ont investi pour son avenir. Est-ce que quelqu'un pense qu'il n'est pas capable de faire tourner cette offense? Moi, j'ai une grosse interrogation quand même. Toi, t'es pas sûr? Non, je suis pas sûr du tout. J'espère, mais eux non plus, ils sont pas sûrs. Eux non plus, ils sont pas sûrs. Ils ont pris Bridgewater en backup. Ouais, la question c'était est-ce que vous pensez que Tua est capable de faire tourner cette équipe
de manière satisfaisante avec les additions offensives. Moi, je tournerai la question qui croit aujourd'hui en Tua? Pas grand monde. Hein. Enfin, même, tu parles même au mec on parle à Antoine aujourd'hui, un peu le représentant, si tu préfères, des Dolphins. Il a beau dire ce qu'il veut, on sait qu'il y croit pas, tu vois. J'ai pas osé le dire. Non, mais c'est la vérité. Après, pour toutes les personnes qui regardaient les matchs de Miami, tu peux pas avoir confiance, tu vois. Ok, en plus, t'as 2 joueurs qui sont pas similaires, mais bon, qui ont à peu près le même jeu. Qu'est-ce que tu veux? En gros, il y avait une image, c'est un mème, c'est débile, tu vois, mais en plus, je crois qu'ils sont partis chercher l'un des meilleurs O-line disponibles. Armstead aussi, en plus, ouais. Qui va bloquer, qui va donner une minute à Tua, mais Tua, il peut pas envoyer la balle loin. Tu vois, Tyreek Hill, il peut mettre 15 yards de justement, break, ils ont 2 joueurs. Ils ont 2 joueurs super rapides qui sont tous les deux. Ils ont un profil assez proche. Oui, mais ils se défendent pareil. D'un point de vue défensif, ça se défend plus ou moins pareil. Ouais. Et ça va être effectivement des. En fait, il faut qu'ils mettent en place des schémas très rapides où tu as pas besoin de prendre de décision. Ça veut dire qu'il va falloir créer de l'espace tout de suite, et ça va pas être. Non, mais tu donnes pas 10 millions à Bridgewater sur un an si t'es serein avec Tua. Mais bien sûr. Et pourtant, ils ont des armes. Enfin, Edmonds Mostert en backup, en RB. Hill, Waddle, Cedric Wilson qui a été bon à Dallas, qui signe en receveur. C'est surtout ça. Il y a des armes de partout. Et de profils différents et tout ça. Non, mais ils vont dégraisser, si ça marche pas avec Tua, ça marchera jamais. Mais t'imagines, Tua, il fait pas tourner cette offense, mais c'est impossible. À côté, Mayfield, c'est Mahomes, tu vois. Non, mais j'espère pour lui, hein, franchement, en plus, tu vois. Mais là, il va être grave attendu. T'imagines la pression qu'il va avoir là avec tout ça? Il va avoir une pression monstrueuse. Ils ont toujours une bonne défense, etc. Mais je me dis, ça va être super compliqué. Tu vois, déjà l'an dernier, avec toutes les rumeurs autour de Watson, etc., il avait une pression monstre. Là, on lui donne toutes les armes en lui disant, vas-y, maintenant, c'est à toi, quoi. Avec tout ce que tu as là, c'est à toi. S'il se loupe. Ouais. Après, il reste quand même relativement jeune, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, il est même très jeune, puisque il a que 2 ans. C'est pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu, parce qu'il était blessé. Non, mais c'est surtout ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un nouveau coach. Donc, avec le fait que Brian Flores parte, c'est pour ça d'ailleurs que Tua est conforté, parce que le nouveau coach, il reste persuadé, qui est d'ailleurs dans le système des Niners, le coach actuel des Dolphins. Donc, il sait ce que c'est qu'avoir un quarterback qui ne soit pas non plus. Il n'attend pas un Russell Wilson, il n'attend pas un Aaron Rodgers. Il attend un game manager quelque part. Fais attention à ce que tu dis sur les Niners, s'il te plaît. T'as tout à fait raison. Voilà, pardon de comparer Garoppolo à Tua ou Tua à Garoppolo, je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus offensant pour l'un ou pour l'autre. Mais donc c'est surtout ça qui fait que du coup, sur le plan de la fantasy, on peut se poser des questions à savoir ce que ça va donner. Et en plus, Bridgewater, en plus, c'est double sens. C'est que non seulement c'est une assurance tout risque en termes de jeu, mais c'est surtout parce que c'est à cause de ses blessures aussi que ils prennent. Ils prennent aussi avec un autre mec qui est blessé. Mais bon, Bridgewater, c'est pas comme s'il était vraiment. C'est pas un Ironman, oui. Voilà. Et Bridgewater, d'ailleurs, c'est le nouveau Ryan Fitzpatrick. D'ailleurs, le gars, il accumule les maillots aussi. C'est clair. Marc, il a des bons souvenirs. Je crois qu'il a lancé un concours avec Ryan Fitzpatrick. Il a dit non, mais moi, je vais avoir les 32, je suis sûr. La différence, c'est que Fitzpatrick, il arrive toujours et il démarre la saison et il se fait sortir alors qu'il joue bien. Et Bridgewater, c'est le mec qui vient, qui signe en backup et qui, au bout de 4 matchs, finalement, il joue. On se rend compte qu'il est compétent et il reprend un contrat grâce à ça. Il gagne ses 8 matchs, il fait pas les playoffs et il va dans une autre équipe l'année d'après. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est propre. Hein. Il est lisse, quoi. C'est un QB lisse. Ok, les gars, on va. Ouais. On va changer un petit peu de rythme. Cette fois, on va poser trois questions là pour finir. Les gagnants, les perdants et les mecs qui sont sous le radar actuellement. Et on va faire un petit tour de table. Alors, je vais vous demander de donner une réponse relativement succincte, sans avoir besoin de trop justifier. Juste ce qu'il faut. Et on va commencer par les gagnants de cette période de free agency. Et puisque je l'ai dans l'ordre, je vais commencer avec toi, Nico. Qui pour toi est un grand gagnant de cette période-là, dont on a parlé ou pas encore, comme tu veux. En joueur fantasy, en gagnant, je dirais Pittman.
Michael Pittman. Pittman, parce que Il a Ryan récupéré est Matt bien Ryan. meilleur quand même que Wentz, et il a montré qu'il était fort. Et dans cette offense, il peut bien tourner encore. Moi, j'aime beaucoup le profil de Pittman, qui est pas under the radar parce qu'il était vraiment de bowler l'an dernier. C'est une vraie belle, c'est un vrai beau nom. Et pour moi, on lui rajoute quelqu'un qui va vraiment le maximiser. Ouais, juste bémol parce que j'aime bien jouer l'avocat du diable. Qui dit nouveau QB, il dit potentiellement nouveau rapport avec d'autres receveurs, etc. Et on n'est jamais 100% sûr. Il n'y en a pas beaucoup des nouveaux receveurs. C'est bien. Il y aura peut-être Julio. Qui va se dire ouais, ça va être cool les Colts. Ok, Pittman. Ensuite, Aptin. Je vous le dis dans l'ordre de ce que j'ai sur l'écran. Joe Burrow. Ah, pourquoi? Parce que c'est resté stable. Pardon? Parce que c'est resté stable. Parce que c'est resté très stable, sauf qu'ils ont un peu corrigé ce qui marchait pas très bien, qui était la ligne offensive, et ils sont partis prendre La'el Collins, rien que lui. Et je crois qu'ils sont partis prendre un centre qui était capable, comme le dit d'autres personnes sur le podcast. Mais non, je crois qu'ils ont eu trois nouvelles acquisitions sur la ligne, ouais. Et dont La'el Collins. Donc je me dis, ça peut que mieux tourner. Soufiane, j'ai oublié de faire une dédicace à Soufiane parce qu'on est le 28 mars, donc c'est le 3-28 en américain. Soufiane qui a arrêté de suivre la NFL le jour de 3-28 pour Exactement. et qui fait son grand retour ce soir. Qu'est-ce que tu penses après une année à faire semblant de jouer à la fantasy, puis une année où il a une vraie année sabbatique. Il revient enfin aux affaires. Justement, pour toi est le grand vainqueur. C'est pour ça que je suis présent ce soir. C'est pour prendre un maximum d'informations, puisqu'on m'a dit que c'était l'endroit où être pour me mettre à jour. Mais non, très honnêtement, pour l'instant, j'ai pas d'avis. J'ai malheureusement pas suffisamment. T'as pas un vainqueur? Mon retard. Non. Ok. J'ai encore du mal à. Tu sais qui est le QB d'Atlanta? Eh ben, figure-toi que j'avais le roster sous les yeux et je ne connais personne. Si, j'ai vu Mariota, j'ai vu passer le nom de Mariota. Ouais. Je vais répondre pour Soufiane alors, parce que voilà, il me donne son vote. Je suis très content pour Robinson qu'il aille chez les Rams. Voilà. Allen Robinson a signé aux Rams. Il a enfin un QB compétent après 7 ou 8 saisons à galérer. Super choix, Soufiane. Soufiane. Très smart, très sharp. Alex, ton vainqueur de la free agency. Ouais, il m'a piqué mon Allen Robinson, mais ça j'étais sûr qu'il allait le dire parce qu'il nous a tellement saoulé avec Allen Robinson toute la saison dernière. Non, mais je comprends pas. Moi, c'est CeeDee Lamb au niveau des Cowboys, j'ai jamais compris. Bon, après c'est les Cowboys, donc après il n'y a rien à comprendre quelquefois. Mais j'ai jamais compris comment ce coach. Voilà, ces coachs, ce coaching utilisait CeeDee Lamb, il sous-utilisait, je ne comprenais pas, quelquefois même comme une sorte de gadget. Voilà. Et le fait qu'Amari Cooper parte, je me dis, pourvu que ça y est, il voit que ce gars-là, ce receveur, c'est un monstre. Donc pour moi, ça va être théoriquement le poids lourd de l'année qui arrive. Ouais, je le souhaite. On l'avait drafté l'année dernière avec Aptin très tôt dans notre draft Fantasy International avec les experts américains. Et ça a fait partie des grandes déceptions. Donc ouais, un rebond serait bon. Effectivement, Cooper est parti, Cedric Wilson est parti à Miami. Le troisième dont le nom m'échappe. Comment t'as dit? Gallup est blessé, n'est-ce pas? Il va être blessé au début de l'année, il va peut-être rater des matchs. Ou j'invente? Je sais pas. Je croyais qu'il s'était fait le genou au playoff justement. Oui, mais je sais pas s'il va être encore blessé quand ça va recommencer par contre. Ouais. J'ai un doute. Donc en tout cas, ouais, potentiellement pas à 100%. Et ouais, effectivement, pas d'addition, de grande renommée. Donc ça pourrait être effectivement le WR1 sûr et certain. Si, il y a une addition. Il y a une addition. Ça vient de chez Aptin. C'est James Washington. Exact. Qui était des Steelers. Si. Exact. James Washington a signé. Et c'est Dez qui l'avait annoncé avant tout le monde. Ouais. Le GM Dez. Ouais. Lucho, ton grand vainqueur de cette free agency. Christian Kirk. Alors Kirk, parle-nous de Kirk. Pourquoi t'es énervé quand tu sais Christian Kirk? Question d'argent. Ouais, moi je suis content. Question Christian Kirk a signé à Jacksonville avec Evan Engram, Zay Jones également.
Ça, c'était surtout pour la vanne, parce que financièrement, je pense que lui, il va s'y retrouver, il va bien s'y retrouver pour sa valeur. Non, après, j'aurais dit Robinson aussi, mais bon, ça a été pris. Non, mais parle-nous de Jacksonville, du coup. J'aurais pris. Ah non, après, Jacksonville, je pense que ça Est-ce que Trevor Lawrence est ton grand vainqueur de la free agency avec ces 3 additions dont je viens de parler? Peut-être pas grand vainqueur. Non, pas grand vainqueur, mais un gagnant. Je pense que ça peut être un des gagnants cette année, à voir maintenant si ça va vraiment produire quelque chose. Mais là, il a quand même pas mal d'armes, ça peut être intéressant. En plus, avec Chano, alors il perd Shark, si j'ai pas de bêtises, qui signe. Qui est parti au Lions. Qui est peut-être lui aussi un gagnant, hein, qui va. Ouais. Mais bon, voilà. Après... Hein? Moi, je l'ai en perdant, tiens, DJ Shark. Ah, tu l'as en perdant, ok. Ouais. Mais voilà, ouais. Non, les Jaguars à surveiller, à voir. Ouais. À voir. Après, comment dire, moi j'aimais bien Fournette qui revient au Buccaneers. Je pense que ça peut être pas mal. Mais de quoi Jacksonville a surveillé? Bon, franchement, t'as Lawrence quand même c'est pas une brêle non plus, tu vois. Après, faut voir. Peut-être gagner 3 matchs au lieu de 2 cette année. Il n'a rien montré l'année dernière. Hein. En plus, je suis pour Non, il n'a rien montré, c'est ça le problème. Là, cette année, c'est là où il va devoir montrer quelque chose. Et là, il a quand même des trucs. Après, faut voir ce que ça va donner. Après, personnellement, je ne le mets pas en grand vainqueur, hein, loin de là. Mais il va être à surveiller. Il va être à surveiller. Mais non, après, j'aurais dit les Rams, ça va être très costaud encore cette année, je pense. Offensivement, ça peut être pas mal. Et puis, il nous fait sa shopping list toute la ligue. Ouais, vas-y, continue. Une petite pièce sur Trey Lance. Trey Lance, ça peut être intéressant. Okay, ouais. Voilà. J'ai placé mon liner, c'est bon. Ok. Du coup, il m'en reste quand même un. T'étais en train de tous les lister, mais le seul que je dirais encore, James Conner, dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé d'Arizona du tout. Ah oui, James Conner. Et James Conner a signé 3 ans et Edmonds est parti. AJ Green est parti aussi. Donc ouais, je pense que en fait tous les mecs qui restent à Arizona, un peu pour le moment une addition par la soustraction, parce qu'on disait le gros problème d'Arizona l'année dernière, on savait pas à qui ils allaient donner la balle, ni que ce soit les receveurs ou les running backs. Et là, ça a l'air un peu plus clair sur en qui ils ont confiance, et les autres sont partis. Donc James Conner qui en 5 matchs sans Edmonds l'année dernière avait fini RB 17, 7, 12, 2 et 1. Donc voilà, seul red flag, c'est peut-être son physique, mais en tout cas, il a la confiance du staff. On va passer au perdant. Et Lucho, j'avais commencé avec toi, mais si tu nous fais une shopping list. Non, tu donnes la parole, moi je parle. Vas-y, donne-en un. Un perdant là, comme ça, dans l'immédiat. Et tu prends pas celui d'Alex. Alex, c'est qui? Alex commence alors. Ouais, non, là, je vois pas de gros perdants. Alex commence. C'est compliqué parce qu'il y a du monde en perdant. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Là, tout de suite, je dirais Kyle Pitts. Parce que il n'y a plus personne autour de lui. Kyle Pitts qui a montré comme quoi c'était vraiment un monstre, qui avait tout compris, qui comprend tout, qui a un QI football incroyable, qui a un physique incroyable. Maintenant qu'il a marqué ce Mariota, désolé Soufiane, mais pour moi c'est le perdant. À l'heure actuelle, pour moi c'est le perdant. Okay. Et la stratégie d'Atlanta actuellement, est-ce qu'on pense, on a une idée de ce que c'est? Est-ce que ça va être Mariota le starter? Est-ce qu'ils vont drafter un QB cette année pour essayer de le développer? Est-ce qu'on a une idée de comment ils veulent reconstruire cette équipe, ou pas encore trop? Non, mais de toute façon, juste pour répondre à ta question, toutes les équipes qui sont, on va dire, un peu en galère de quarterback, ils vont pas trouver leur quarterback. En gros, ils vont pas aller chercher un quarterback, tu vois. Ils vont miser un 2e, 3e, 4e round, un truc vraiment long terme, parce que tu n'as aucun QB qui mérite vraiment de monter haut. Donc, je pense que toutes les équipes, les Pittsburgh, tu peux les mettre dedans. Je pense que pas la moitié de la ligue, un tiers de la ligue va avoir exactement la même logique. C'est vraiment d'attendre, et il n'y aura aucun reach qui sera fait. Et je pense que Atlanta tombe en plein dedans, quoi. Ils ont un mec capable qui peut de faire le taf avec Mariota. Est-ce qu'ils sont en train de jouer un truc pour cette année? Non. Si peut-être il y a un QB qui leur plaît, ils vont aller chercher en 4e, 5e, mais il n'y a aucun move qui sera fait, à premier, monter dans les 3 premières places pour aller chercher un QB. Et Pittsburgh, tu les vois comment, toi, cette année? C'est pas la question. Sauf que Atlanta a le pick numéro 8 à la draft.
Ouais. Donc, ils auront l'un des deux, parce que pour moi, il y en a vraiment 2 ou 3 qui sont valables. Mais voilà, en termes de QB, ils pourraient prendre un QB. Ce qui est fortement probable, c'est pour ça qu'on prend Marcus Mariota, par exemple, à la rigueur. Donc, bon, c'est pour ça que je disais, pour moi, à l'heure actuelle, Kyle Pitts, il est le perdant. S'il y a voilà, si c'est un Pickett ou un Matt Corral, voilà, ça, à la rigueur, ça peut revoir la donne. Mais de toute façon, Atlanta, c'est la grande lessive de base, parce qu'en plus, ils ont un salary cap qui est complètement à l'ouest. C'est une des rares équipes qui a galéré, qui était même à moins de 2 millions et encore il y a peu de temps. Donc, c'est pour ça que du coup, c'est la grande lessive. C'est pour ça que Sofiane, il a pris une année off, il voulait aider à rembourser. Très compliqué. Soufiane, t'as un perdant? Non, pareil. Aptine, t'as un perdant? En fait, moi, j'ai un perdant, je pensais que c'était Alex qui allait en parler. Moi, je pense à Aaron Rodgers, qui du coup, franchement, là, c'est vraiment. Je vais le mettre perdant, même pas fantasy, je sais que c'est pas le sujet, mais en fait, je suis très déçu déjà de comment ils ont géré la chose côté Green Bay il y a 2-3 ans maintenant, en cherchant un QB, ils n'en avaient pas besoin, ils avaient besoin de receveurs, ils l'ont pas fait. Et là, le fait qu'ils prennent son contrat, son contrat et qu'il est plus du tout entouré, en fait, je comprends pas. Et pour moi, ils avaient vraiment une fenêtre de gagner 2-3 titres sur les 5 dernières années, et je suis très déçu. Mais Aaron Rodgers, il est considéré comme perdant s'il ne savait pas, mais il savait tout ça. Justement, il n'est pas perdant. Le mec, en fait, pour moi, ça confirme juste la mentalité. Il prend juste le cash, il prend juste son chèque et il part, c'est tout. Si tu veux, ça ne confirme que ça. Non, mais en fait, c'est pour ça que je disais que c'était. C'est pour ça que je disais que c'était pas vraiment. C'est pour ça que je disais que c'était pas perdant fantasy, c'était plus en fait où moi j'étais extrêmement déçu. C'est pour ça que je voulais mettre dans le camp, si tu veux, dans le cash loser, parce que je comprends pas, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Et moi, j'étais l'un des gars qui le défendait le plus, on va dire, pour moi, intrinsèquement, il était bien meilleur que Tom Brady. Et là, enfin, tu peux pas le défendre, tu vois. Donc, je pensais que tu avais parlé d'Aaron Rodgers, c'est pour ça que j'avais dit, moi, je vais entendre parler Alex, mais donc on a peut-être un mot sur Aaron Rodgers que je mets dans la classe des perdants. Nico, un perdant de la période? Moi, j'en ai un évident, c'est pour moi, Alvin Kamara sera pas drafté au même niveau que l'an dernier. Parce qu'il a toujours pas de QB, on lui a rien fait. Est-ce que j'ai eu raison de prendre Barkley avant Kamara ou toujours pas? Non, toujours pas. Mais ça, c'est une autre question. Oh là là là. Injury prone. Les gars, vous allez me le faire pour toute la saison encore. Non, mais attends, mais ce mec est pas en prison aujourd'hui? Il est pas. Kamara il est pas libre, Kamara, si. Actuellement, je crois qu'il est. T'es au courant de certaines choses Non, mais parce que justement, en fait, j'avais vu des mèmes, tout le monde est content, mais tout le monde a oublié que Kamara est en prison. Le mec non, parce que c'est pareil, il risque. Non, mais il était en DUI ou un truc comme ça, non? Ouais. Non, il a tabassé un mec. Il a tabassé un mec au Pro Bowl. Oui, mais bref, il a tabassé un mec au Pro Bowl, mais ouais, il a potentiellement effectivement des ennuis. Ça rapporte pas de points en fantasy, ça. Bon, ça, c'est pas fantasy. Non, et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, quelqu'un qui est un peu moins. Que je vois un peu plus dans les gagnants, mais moi, pour moi, il l'est pas. C'est DJ Shark en termes de fantasy. Parce que avant, il était tout seul à Jacksonville, même si Lawrence n'est pas un foudre de guerre. Goff, ça l'est pas non plus. Et pour le coup, ils ont signé aussi Josh Reynolds. Ils ont re-signé Calif Raymond. Ils ont encore Amon-Ra St. Brown, plus encore Hawkinson en red zone. Donc, il aura un rôle réel. Mais en tout cas, en termes de target share et de vrai impact fantasy, je pense que ce sera moins fort qu'à Jacksonville. Ouais, en fait, je pense qu'avec Chark, tout dépend de sa qualité à lui, revient de plusieurs blessures. Et s'il a la qualité qu'il a eu à un certain moment, je pense qu'il va automatiquement éliminer tous les mecs que tu as cités à part St. Brown et Hawkinson. Et du coup, s'imposer comme tu vois, le receveur en face de St. Brown avec Hawkinson à côté, et qui sont deux mecs compétents avec le running back qui marche bien. Mais s'il n'est pas bon, il perdra. Ouais. Vas-y, Aptine. Du coup, ce sera la 3e ou 4e option. Et pas la première comme c'était à Jacksonville. Ouais, Aptine, vas-y. CJ Uzuma. Perdant? Qui va aux Jets? Bah oui, clairement perdant même. Parce que justement, ça faisait partie des tight ends qui commençaient un peu à exploser dans une belle offense. En plus, franchement, il jouait vraiment bien en fin d'année. Dommage qu'il soit blessé pendant les playoffs, mais jusque-là, qu'il aille aux Jets avec une équipe qui ne marche pas du tout, qui quitte une équipe, l'une des peut-être plus belles offenses de la NFL, je le mets clairement dans les perdants.
Moi, j'ai pensé aussi Moi, à Metcalf. Je ne sais pas si vous en, Ouais, les deux ce que vous receveurs en de pensez, Seattle. Les mais receveurs de Seahawks. Ouais. Metcalf, ça va faire mal parce qu'il était quand même assez haut dans les rankings l'an dernier. Ouais. Là, ça risque de chuter légèrement, quoi. Mon perdant, et c'est juste pour jeter un pavé dans la mare et pour qu'on parle un peu des Steelers, Chase Claypool qui passe qui récupère Mitch Trubisky comme quarterback. Et Mitch J'ai Trubisky, voulu moi en en plus, parler c'est tout un à mec l'heure, mais on m'a interrompu. c'est un mec Chaque chose en son temps. Mitch Trubisky, c'est un mec qui me déplaît pas tant que ça. En moyenne, moi, je trouvais que c'était un peu injuste ce qui lui était arrivé. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il est pas très bon dans les passes longues. Et du coup, Claypool, il a besoin d'un mec qui peut lui faire confiance dans le jeu vertical. Je vois plus Trubisky cibler des mecs comme Deontay Johnson et Pat Freiermuth plutôt que Claypool. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Aptin, et globalement, en 2 mots, tes attentes pour la saison des Steelers. Je suis pas vraiment d'accord parce que il fallait voir Big Ben jouer et Big Ben, c'était pas le mec qui envoyait des bombes l'année dernière, hein. Donc, franchement, ce qu'il Ouais, envoyait mais du sur coup, Claypool Claypool. souffrait un petit peu l'année dernière. Oui, mais justement, au final, si tu mets Claypool dans les perdants, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose l'année dernière, tu vois, sauf qu'il a pas fait. quelque chose. Non, alors je rephrase. Il a fait quelque chose il y a 2 ans. On avait beaucoup d'espoir. L'année dernière, un petit peu en dedans, mais on disait ouais, mais c'est parce que son QB marche pas. Et là, on lui met Trubisky. Donc Pour pour moi, moi, c'est un perdant parce qu'il aurait pu avoir, je sais pas, à une certaine époque, on parlait potentiellement de Rodgers, potentiellement de 3 autres gars. Je sais plus si on avait parlé de Wilson. Enfin, je sais que le poste était convoité par des mecs de renom et qu'au final, pour le moment, on a Trubisky. Ouais. Pour répondre du coup à toutes les questions sur les Steelers, moi je suis plutôt content de Trubisky parce qu'il fallait voir ce qu'il y avait sur le marché. Donc là, tu prends, je crois c'est un contrat de 2 ans, 8 millions. C'est pas grand-chose par rapport au prix qui partent. Aucun risque. Pour moi, tu peux que gagner. Il fait partie des jeunes. On a vu ce qu'il donnait aux Bills quand Josh Allen ne jouait pas. On n'était pas parti pour monter très haut à la draft pour prendre un QB. En plus, je crois qu'on est 22e ou 23e choix de la draft. Donc, les bons QB, s'ils partent, ils sont déjà off the board, donc c'était même pas intéressant. Après, moi, justement, je verrais plutôt les choses contraires. Par exemple, tu vois, Big Ben, il envoyait des balles dégueulasses sur 3-4 yards à un mec comme Deontay Johnson, qui faisait le boulot. En PPR, c'était super. Et il envoyait des balles un peu éclatées sur 15-20 yards où il fallait vraiment jouer sur la hauteur de Claypool. Moi, je pense que Trubisky va moins faire des passes, 4-5 yards, etc. Parce que Big Ben, en tout cas, l'offense était tournée vers un Big Ben qui jouait comme ça. Et je pense que là, ça sera un peu plus équilibré et je pense qu'ils vont quand même utiliser le bras de Trubisky pour essayer d'aller chercher Claypool. Après, il est moins précis que beaucoup de quarterbacks. C'est peut-être ça son principal souci. Mais pour moi, je pense quand même que c'est peut-être justement un peu une deuxième vie pour Claypool. Après, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'offense de Pittsburgh, hein. Elle sera différente, mais elle ne marchera pas forcément. Mais moi, je suis quand même assez content et je me dis, foutu pour foutu, au moins tu donnes la chance à un jeune. Et on peut quand même proposer plus de choses en termes d'offense. Parce qu'au final, le gars, s'il faut prendre 2 yards, il va aller chercher les 2 yards. Tu vois. Il ne va pas faire 4 yards en arrière pour tomber et avoir mal au dos. T'as un QB, on va dire moyen, d'accord, mais t'as quand même une belle offense. T'as quand même les joueurs qu'il faut. Ça ne change pas le problème de la ligne offensive, hein, même si ça allait mieux sur la fin d'année. C'est pour ça. Ouais, après, il est plus mobile, c'est ce que je dis, il est plus mobile. Mais moi, je sais pas sur Claypool, enfin, je reviens sur Claypool, je pense que ça peut être une bonne chose, et même sur offense un peu en général, mais ça va jouer sur la défense comme un peu tous les ans depuis un moment, quoi. Ok, et pour finir les gars, on va faire un petit round rapide pour votre coup de cœur 2022 ou quelqu'un en particulier qui vole sous le radar pendant cette période dont on n'a pas trop parlé mais qui a peut-être changé d'équipe et qui pourrait en profiter, ou au contraire un joueur qui n'a pas changé d'équipe mais qui a une opportunité parce que quelqu'un d'autre s'en va. Ça peut être un joueur de 2e année, ça peut être un vétéran, ça peut être quelqu'un dont on parle pas trop, puisque maintenant allez, on va commencer avec toi Lucho, de bas en haut. Lucho, ton coup de cœur pour 2022. Trey Lance. Je mise tout sur lui. Non, j'espère que Samuel va confirmer, déjà qu'il va rester aux Niners et qu'il va confirmer sa bonne saison. Ouais. Ok, Alex. J'hésite pas mal. J'avais pensé à Ricky Seals-Jones.
étonnamment, des Giants maintenant, puisque Evan Ingram On avait est parti. presque réussi un podcast entier sans parler des Giants. mais comme quoi, justement, il faut voir des choses positives quand même chez les Giants. Oui, Ricky Jones, en termes de fantasy, avec Ingram out, Kyler Rudolph out, et avec un QB qui s'appelle Daniel Jones, je me dis que ça pourrait être under the radar comme joueur. Ouais, ça c'est sûr que c'est sous le radar. Nico? Pour faire le homer, je vais te dire Jonnu Smith aux Patriots. Et pour être réaliste, moi j'aime beaucoup Cedric Wilson aux Dolphins. Qui va pas être la star, mais qui va avoir du volume. Je fais une parenthèse sur les Dolphins. Faut qu'ils dégraissent. Hein. Parce que il y a du monde. Hein, parce que derrière, il y a Davante Parker et compagnie. Là, ça va être compliqué. Sur la dernière rumeur, d'ailleurs, ils essaient de garder Parker, mais ils sont ouverts à toute proposition. Merci, Lucho et Smith. Soufiane, un coup de cœur, s'il te plaît. Je suis sûr que tu as au moins un mec. Ton go-to player, le mec que tu vas cibler dans toutes les drafts. Non, là, j'en ai pas. Je vais pas l'avoir. Ce soir. Aptine Jerry Jeudy. Jerry Jeudy. Et moi, je vais dire Dawson Knox, le tight end des Bills, qui avait bien joué l'année dernière, mais qui continue à être un peu sous le radar parce qu'il a fini tight end 9. Et donc, les mecs qui vont regarder les listes vont se dire ouais, c'est à peine tight end top 4, mais en fait, il était tout près du top 5. Cole Beasley est parti. Ok, Jamison Crowder est arrivé aussi, mais je pense qu'il va continuer sa progression. Et c'est peut-être un des tight ends que je vois faire le bond dans le top 4, quoi. Marc, malgré l'arrivée de O.J. Howard? Ouais, ça a fait du bruit, ouais, mais non, en fait, O.J. Howard, il m'a cramé tellement de fois que. Ouais, t'as confiance. Je suis pas sûr que ça. Effectivement, ouais, c'est le seul bémol, mais je suis pas sûr que ça voilà, c'est ça. devrait trop creuser dans le volume de jeu de Dawson Knox tant qu'il se blesse pas. Le mec était capable avec une main cassée de faire une passe de touchdown quand même l'année dernière. C'est bien, tu progresses déjà. Tu nous as pas dit Mecole Hardman, tu progresses, c'est bien. De toute façon, mon coup de cœur, c'est simple, c'est Barkley et Saquon Barkley et Saquon Barkley encore. Et puis s'il se casse, tant pis, ça sera Daniel Jones. Juste un petit mot pour terminer. Dernier truc. Tom Brady, il a pris sa retraite. Mais après, il n'a pas pris sa retraite. Ouais. Donc, du coup, Tom Brady est toujours là, Fournette est toujours là et Mike Evans est toujours là. Donc, Mike Evans, c'est peut-être un mec qui vole sous le radar parce qu'on n'en parle plus du tout. Mais on re-signe pour au moins un an de Tom Brady. Ouais, Chris Godwin qui va revenir de blessure. Et tu peux compter Gronk qui va revenir et toute la clique qui va revenir. Donc, on va encore avoir une année de Brady qui non, mais c'est super pour la NFL. Hein. Pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment top pour la NFL que Brady revienne. Est-ce que c'est pas l'année de trop? Non. Ça se voit au final un peu, tu vois. Là, il montre rien, quoi. Oublie pas que son dernier throw, c'était fade 50 yards sur Ramsey. C'est clair. Ok, les gars, à moins que vous ayez envie de dire une dernière chose. D'abord, merci beaucoup à tous pour cet épisode de retour. Merci d'avoir fait vos recherches, vos devoirs pour supporter Soufiane. Et prochain épisode, on va faire un petit peu plus, un peu plus tard en avril, un épisode sur les rookies qu'il va falloir suivre à la draft NFL. Et on en profitera pour vous recommander de suivre le process sur Twitter qui est tenu par un de nos potes et qui fait des c'était gentil, ouais, enfin une connaissance un pote parce qu'il est policier, alors on se méfie quand même, et ouais, qui va faire des vidéos toutes les semaines sur les 5 meilleurs prospects à chaque poste. Il a déjà lancé les QB vendredi dernier et les running backs arrivent ce vendredi, donc n'hésitez pas à aller les regarder du côté de Twitter sur je crois que c'est à l'insulter sur Twitter _ et à l'insulter, à lui dire qu'il a volé ses idées d'autres podcasts. Ça c'est ce qui va l'énerver le plus. Bon les gars, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.